Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette édition de Sans détour. Sans détour qui ce dimanche va être consacré au chaos libyen. On se rappelle bien que dès le mois de février 2011, une campagne savamment menée par des personnalités publiques françaises comme Bernard-Henri Lévy, parallèlement orchestrée avec des médias ou des organismes tels que la Libyan League for Human Rights et l'appui des ONG tels que UN Watch basé à Genève, relayait des informations à travers le monde comme quoi il y avait des personnes qui se faisaient massacrer du côté de Benghazi. Alors la France et le Royaume-Uni entrent en action du côté de l'ONU qui demandait avec insistance la nécessité d'une intervention armée. Une résolution, donc la résolution 1973, fut votée par 10 voix contre 5 abstentions. Cette résolution donc donnait un régime d'exclusion aérienne afin de protéger les civils contre des attaques systématiques et maîtrisées. Alors ce fut le début donc de l'intervention de l'OTAN en Libye. Et on est 5 ans plus tard, Kadhafi a été tué, la Libye est en lambeaux. Aujourd'hui, le pays est complètement divisé, le pays est aux mains de différentes factions qui se la partagent et qui partagent les revenus du pétrole libyen. La Libye n'est plus une. Comment en est-on arrivé là? Voilà autant de questions qu'on aura à se poser aujourd'hui avec nos différents invités qu'on va vous présenter dans quelques minutes. On commencera l'émission avec Monsieur Gilbert Kamto, qui est camerounais, qui résidait du côté de la Libye au moment du déclenchement de cette intervention Atlantis qui a détruit complètement ce fleuron africain. On aura comme deuxième invité ici, dans le cadre de Sans détour, Luc Michel, qu'on ne présentait plus, géopoliticien et qui est aussi le fondateur de EOD, un think tank sur les politique géostratégique dans le monde. J'allais dire Blaise K, j'ai toujours cette intention. Blaise K, non, c'est DJ Meps qui a la technique. Chris West derrière ce micro. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sans détour. Voilà, madame, monsieur, une fois de plus, bonjour, bon après-midi, donc un plaisir de vous retrouver au micro de Sans détour sur les ondes de la radio panafricaine Cameroun Voice. Avec nous depuis Douala au Cameroun, nous avons Gilbert Kamto. Bonjour, monsieur Kamto. Bonjour, Chris West. Alors, Monsieur Kamto, vous êtes secrétaire général du Conseil panafricain, du mouvement démocratique pour la Renaissance. Vous avez été vécu en Égypte pendant 11 années et pendant votre séjour en Égypte, vous avez été président de la communauté camerounaise en Libye de 2004 à 2011, membre fondateur de la communauté africaine de Libye et vous étiez donc au cœur de l'action au plus dur des frappes atlantistes du côté de la Libye. Vous étiez coordinateur général de la Fact-Finding Commission of the Libyan Crisis. Et donc vous êtes aujourd'hui comme un témoin clé de ce bouleversement, de ce massacre, si je peux me permettre l'expression, du côté de la Libye. Alors, vous, pour commencer, Monsieur Kamto, et où étiez-vous donc au début de ces attaques à Atlantis du côté de la Libye en 2011? Où vous trouviez-vous précisément? Oui, plus ouais, j'étais précisément à Tripoli. J'ai vaqué normalement à mes occupations. Déjà que j'étais attaché de communication au bureau central du MCR, qui est le mouvement des comités révolutionnaires, qui est l'un des organes parapublics très ancré dans le tissu politique et social de la Libye. Donc, avant cette période, j'y étais. Je suis en Libye depuis début 2000 et jusqu'en 2011, jusqu'à ce que les forces rebelles n'entrent à Tripoli. J'y étais. Donc, j'ai pratiquement connu tous les mouvements qui s'y sont produits à Tripoli, également à Benghazi et dans d'autres régions de la Libye. Donc j'y étais.
Alors vous y étiez et donc peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas souvent accès à ce type d'informations de première main, peut-être nous décrire un peu la Libye avant l'intervention de l'OTAN. Dans quelle Libye vous viviez, vous peut-être décrire un peu le contexte libyen, la vie au quotidien de la Libye et comment étaient les infrastructures peut-être libyennes avant cette intervention-là. Justement, Chris, ce qu'il faut savoir, c'est que avant que tous ces mouvements ne soient mis au devant de la scène, la Libye était au chantier. Pratiquement dans toutes les régions de la Libye, aussi bien ce que les Occidentaux appellent la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fézan, dans toutes ces régions, 200 milliards de dollars étaient mis sur la table par le gouvernement libyen pour pouvoir améliorer les infrastructures routières, ferroviaires, l'habitat. Bref, 200 milliards étaient sur la table pour pouvoir transformer la Libye en un Eldorado dans le monde. Alors, justement, en cette période, avant que la crise même ne se produise, il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont succédés et si vous avez constaté qu'on a parlé des printemps libyens au mois de février, non, en fait, ce n'était pas au mois de février que le printemps libyen devait commencer, suivant l'expression, n'est-ce pas, des agents de renseignement étrangers. Donc, avant cette période, la Libye et nous qui étions en Libye, nous ne pouvions même pas imaginer qu'il y avait un mouvement qui se préparait et qui devait attaquer la Libye. On savait qu'on était préoccupé au niveau de la Libye de la situation en Tunisie, avec le départ de Ben Ali, et ensuite on était préoccupé par l'imbroglio politique qui s'installait petit à petit au niveau de l'Égypte. Vous avez constaté que avec ces deux mouvements qui se produisaient aux deux extrêmes de la Libye, on ne pouvait pas comprendre que immédiatement la Libye soit attaquée. Mais j'expliquerai un peu plus loin pourquoi effectivement la Tunisie et l'Égypte étaient attaquées en cette période précise. Mais il faut le comprendre que aussi longtemps que les Africains n'ont pas compris, il y avait en préparation dans la manip, comme on le dit dans le jargon africain, un certain nombre d'éléments qui disposaient la Libye de Kadhafi d'être attaquée. Vous vous souvenez du discours à la tribune des Nations Unies, vous vous souvenez également des accrochages qu'il y a eu sur la question du gaz au niveau de la Libye. Mais M. Kamto, pourtant on nous mentionne ici, on a souvent entendu ici que, en tout cas, la zone de Benghazi a toujours été très frondeuse à l'égard de Kadhafi et que ce serait de là que serait partie la fronde qui aura mené à la soi-disant révolte. Vous qui étiez sur place, est-ce que vous avez vécu là cette rébellion ou ce début de révolution du côté de Benghazi? En fait, ce que je veux vous surprendre, Chris, c'est que, en fait, lorsqu'on prend le terrain de Benghazi comme le lieu de prédilection des mouvements contre Kadhafi, mais je veux vous dire que certes, ce milieu était fertile pour des mouvements, mais en fait, tout part de Tripoli. Il faut le savoir, tout part de Tripoli. Lorsque Mesmani quitte Tripoli pour se rendre à Paris, c'est à partir de ce moment-là que la conspiration marchande commence. Qui engage le mouvement de rébellion contre le régime de Kadhafi? C'est bien les personnes qui étaient autour de Kadhafi, ce n'est pas Benghazi, parce que Benghazi n'avait pas de connaissances. Et ils se sont appuyés sur des personnes qui, dont Mesmani, qui était le chef du protocole, le directeur du protocole, en fonction du colonel Kadhafi. C'est celui-là qui, dès le 21 octobre, seront au niveau de Paris, et c'est à partir de là qu'avec les agents de renseignement, ils préparent le coup pour renverser Kadhafi. Alors, vous allez me demander pourquoi immédiatement, en octobre 2010, ils ne préparent pas ce coup. Ils s'affinaient, ils fournissaient des renseignements, ils préparaient les tops sur le terrain. Il y avait des tops, ce que j'appelle des agents doubles, qui étaient préparés. Vous vous souvenez, si vous n'avez pas l'information, de Dihani,
qui est un colonel et qui était en charge de l'aviation à Benghazi. Ça, c'est la première personne qui ouvrait les contacts de Benghazi aux renseignements occidentaux. Alors, une première tentative s'est faite au 31 janvier, au 31 décembre, début janvier, où il y a un organe de presse Maghreb International qui, dans son édition, disait qu'il y avait bien une mouvance contre anti-Kadhafi qui s'était levée au niveau de Benghazi. Malheureusement, le renseignement libyen avait trop tôt stoppé ce mouvement-là. Mais ils ont profité d'une situation qui était le 17 février. Alors, tout le monde se dit, le 17 février, c'était un moment qui était cité par les contestataires pour justement attaquer Kadhafi. Non, le 17 février était une date historique au niveau de la Libye. Pourquoi? Parce que ce même 17 février, 13 personnes avaient été tuées en 2006 par le personnel de garde du consulat italien à Benghazi, lorsque les manifestants pacifiques étaient autour du consulat italien et demandaient des comptes contre le ministre italien de l'extrême droite qui avait brocardé l'islam en abordant une t-shirt représentant un dessin outragé du prophète Mohammed. Alors, donc, ils ont saisi effectivement cette période qui devait être adéquate et dont même le gouvernement devait céder pour l'effet des mouvements monter pour pouvoir contester contre la politique anti-islamique du gouvernement d'Italie. Ce n'était pas contre Kadhafi. Voilà pourquoi, en ce moment précis, les agents de renseignement occidentaux ont appuyé sur cet élément moteur pour organiser des mouvements de la société civile comme le mouvement des Tati Telba Tebal. Si vous ne le connaissez pas, c'était le coordinateur de l'association des victimes de la prison d'Abu Salim à Tripoli en 1996. Donc, il y avait également l'association des avocats de Benghazi qui voulait une réforme. Il y avait bref un certain nombre de mouvements de la société civile qui voulaient un certain nombre d'améliorations de conditions de vie professionnelles et non pas de départ du régime de Muammar Kadhafi, comme vous avez dû constater dans des chaînes internationales. Alors, M. Kadhafi, voilà. Donc, merci pour ce rappel et pour ces mises au point qui nous permettent aux auditeurs de mieux comprendre la situation. Évoquons ensemble deux autres aspects qui ont été mis de l'avant pendant cette période, juste avant 2011 ou à partir de février-mars 2011. Vous qui étiez sur place, on a souvent évoqué du côté de la Libye quand la crise a commencé et puis avec l'intervention de l'OTAN, on a souvent évoqué le lynchage des Noirs ou des populations d'origine subsaharienne qui étaient installées du côté de la Libye. Ça a été évoqué par les grands médias. Vous qui étiez sur place et vous qui aviez été président de communauté, notamment de la communauté camerounaise, est-ce que vous avez senti une différence entre peut-être 2006 ou une différence entre 2006 et 2011 au moment où a éclaté l'intervention? Est-ce que vous avez senti une certaine animosité des Libyens vis-à-vis des étrangers, notamment de ceux en provenance de l'Afrique subsaharienne? Ce que je vais d'abord vous préciser, c'est que avant et pendant et au cours des mouvements qui ont eu lieu dans cette période, il n'y a eu aucun noir étranger, à ce que je sache, qui ait participé aux côtés de Kadhafi pour contrer les rebelles. Bien au contraire. Alors, concernant maintenant les communautés africaines qui étaient sur place, et rappelons-le qu'en Libye, il y avait plus de 4 millions d'immigrés. 4 millions. Et parmi lesquels, il y avait des ressortissants africains, des ressortissants asiatiques, et qui étaient tous dans les secteurs informels, dans le bâtiment, dans la peinture, bref, dans tous les secteurs, dans l'élevage, dans l'agriculture également. Alors, donc,
pendant que la crise éclate, toutes ces différents composants de la société, y compris les Noirs libyens, vivaient en harmonie, en parfaite harmonie, et jusqu'au déclenchement de la guerre, les Noirs n'avaient pas eu, à ce que je sache, des attaques directes. Mais les attaques se sont perpétrées à quel moment? À partir du moment où l'Union africaine a commencé à s'interroger sur le bien fondé de la rébellion libyenne. Et immédiatement, les rebelles qui avaient pris parti du côté de l'Est ont arboré les chapes du noir en tuant, en martyrisant les soldats libyens noirs. Je dis bien des soldats libyens noirs, en brutalisant des Noirs africains qui étaient dans la cité, qui restaient en bordure de route pour attendre du travail. Donc, c'était un mouvement de chantage qu'ils appliquaient contre les ressortissants subsahariens. Et ils ont brutalisé les Noirs libyens en disant que les Noirs libyens étaient ceux qui étaient en train de supporter le guide de la révolution contre leur révolution. Voilà en fait ce qui se passait sur le terrain. Donc, la question du noir qui s'est posée pendant tout ce mouvement, c'était un règlement de conflit entre Libyens et comprenez-le, pas tous les Libyens, parce que si on veut dire que c'était tous les Libyens noirs, presque les un tiers, ou je vais dire les 2 tiers de la Libye sont occupés par des Noirs. Tout de suite, et même dans la partie septentrionale de la Libye, il y a des Noirs partout. Mais pourquoi ce ne sont que les Noirs Tawarga qui ont été visés? Parce que ceux-là, justement, ont été un soutien pour le régime dans le combat de Misrata, et ils ont été un soutien important dans le renseignement, parce qu'ils essayaient d'empêcher que les rebelles, en majorité les hommes d'affaires, parce que qui finançaient toutes ces rébellions, c'était des gros hommes d'affaires, des industriels qui étaient au niveau de Misrata, et au niveau de Benghazi. Et on peut aller plus loin en ajoutant que dans la zone de l'Est de la Libye, notamment, pas nécessairement à Benghazi, mais dans les chablières de Darna, de Marche, de Al-Beida, il y avait effectivement là-bas des Libyens qui étaient vachement opposés à la présence des Noirs subsahariens dans leur région. Et il ne manquait pas l'occasion pour le dire. Il voulait dire aussi au colonel Kadhafi. Donc, si on veut poser la question de l'extermination du noir au niveau de la Libye, il faut comprendre que ça n'a pas été un élément fondamental, bien que les Noirs aient été victimes. Alors, Monsieur Kamto, évoquons un autre élément, suite à votre séjour du côté de la Libye. Donc, je l'ai mentionné en introduction, vous avez été aussi, notamment de février à septembre 2011, le coordinateur général de la Fact-Finding Commission on the Libyan Crisis. Donc, vous avez sans doute mené des actions sur le terrain, effectué des enquêtes. Quels ont été les résultats de vos enquêtes durant cette période-là, sur cette crise? Qu'avez-vous trouvé comme élément qui pourrait édifier nos auditeurs ici concernant cette crise libyenne? Oui, justement, j'ai été de mars, fin février, début mars, jusqu'en septembre que je quitte la Libye vers l'Égypte. J'étais coordinateur général de la Fact-Finding Commission on the Libyan Crisis, et c'est à partir de là que nous avons essayé de mobiliser un certain nombre de personnages, de personnalités politiques, d'organisations, des journalistes indépendants à travers le monde pour la cause libyenne. Je parle bien de la cause libyenne qui englobe aussi les gens de l'Est de la Libye. Donc, nous avons, par nos actions, essayé de démontrer la présence des enfants dans le conflit en Libye. Les enfants qui étaient enrôlés de gré et de force au niveau de l'Est libyen pour combattre le régime de Kadhafi. Il y avait également des atrocités que le monde occidental n'a jamais évoquées, l'éventrement des femmes, des enfants, la destruction des biens publics. Il
il y avait même de l'extermination des familles libyennes qui soutenaient bec et ongle le colonel Kadhafi. Rappelons-le que tous ces gens qui sont venus en tant qu'opposants au colonel Kadhafi ne représentaient que l'infime partie de la population libyenne. Je dis bien l'infime, ils ne représentaient pas les 1/20 de la population libyenne. Ce sont ces gens-là qui étaient soutenus et qui étaient appuyés par les amis d'Abdelhakim Behaj, qui fut aussi le commandant, après le renversement du régime de Kadhafi, qui fut le commandant militaire de Tripoli, et sans nous oublier le maître des armes qui a créé, n'est-ce pas, son empire là-bas, Abou Soufiane bin Koum, qui sont des personnes qui ont alimenté la violence, qui ont décimé les familles libyennes. Je parle de familles libyennes blanches. Parce que, comme je vous ai dit dès le départ, l'attaque contre les Noirs était uniquement politique, c'était une expression pour dire à l'Union africaine, taisez-vous, c'est vous qui êtes en train de détruire les populations libyennes. C'était juste une expression, puisque jusqu'à présent, même si vous y allez en Libye, vous allez voir que les Noirs vivent bien, et paisiblement, ce sont eux qui occupent même les maisons des Libyens qui sont allés en exil. Vous allez voir que les régions du sud de la Libye sont des régions à majorité noire, qui n'ont même pas été attaquées, puisque les vrais hommes qui ont connu la rébellion libyenne, c'était les zones du nord, Misrata, Ashdabia, Benghazi, et pas tout Benghazi, c'est une partie de Benghazi qui a été attaquée exactement à Zaouia, qui est à 40 km de Tripoli. Voilà les zones qui ont été attaquées, c'est pas toute la Libye qui a été attaquée. Et ce sont, si vous le regardez sur la carte économique de la Libye, vous allez voir que ce sont des zones économiques, les zones où se trouvent les raffineries de gaz, de pétrole en Libye, des zones portuaires, des zones industrielles. Ce sont toutes ces zones-là qui ont été attaquées et qui sont des zones stratégiques en Libye pour paralyser en fait le gouvernement de Kadhafi. Alors, voilà, oui, Monsieur Kamto, pour sortir de cette entrevue, je voudrais maintenant avoir votre avis, vous qui avez été pendant plusieurs années du côté de la Libye. Quand vous regardez la Libye aujourd'hui, 5 ans après, 4 ans après plutôt, détruite comme elle est détruite, divisée comme elle est divisée, en proie aux attentats, quel est votre sentiment? Un sentiment de désolation. Je vous ai dit qu'avant, de 2007 en 2011, 200 milliards de dollars étaient sur la table pour le développement des infrastructures. Tout a été détruit. Les malls modernes des dernières générations qui étaient construites au niveau de la Libye ont été détruites. La plus récente, le grand mall de Tripoli, qui était juste à côté de Bab el-Azizia, ils venaient de mettre une bombe et ils ont brûlé ce grand mall. Tous les chantiers qui étaient en construction ont été paralysés. Et vous êtes sans ignorer également les raffineries qui ne sont pas loin d'Ashdabia, qui ont été attaquées, des villes qui ont été presque nettoyées, comme Ashdabia. Bref, la Libye aujourd'hui, pour moi, est une désolation et c'est une honte pour l'Afrique. Parce que l'Afrique a raté l'occasion de pouvoir sauver un de ces pays, et notamment avec la contribution des pays africains, dont je ne manquerai de le souligner, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Gabon, qui ont été pour beaucoup, qui sont responsables actuellement de la vague du déferlement des terroristes qui vont en direction de l'Afrique. Bref, ce sont ces pays-là qui ont remis la colonisation de l'Afrique au devant de la scène. Bref, aujourd'hui, la Libye est, pour nous autres, dans un état de somalisation. On est même en voie de se dire que la Libye est en train de se décapiter, avec aujourd'hui un gouvernement qui se trouve à Tobruk et un autre gouvernement qui se trouve à Tripoli. Et vous êtes sans ignorer que depuis 2012, il y a un gouvernement qui était en formation et en gestation dans le FESAM, et notamment à Saba. Donc on se retrouve déjà avec un gouvernement, si la réconciliation ou les négociations diplomatiques qui sont en cours au niveau du Maroc, si ça n'aboutit pas, on va se voir aujourd'hui à la décapitation de la Libye en
ces trois grandes zones géographiques, dont la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Cézanne, comme l'ont voulu, n'est-ce pas, les puissances occidentales, et dont la France, le Qatar et les États-Unis. Ben, merci beaucoup, Monsieur Gilbert Camteau, pour tous ces éclairages et pour surtout ces témoignages. Hein, vous qui avez été en Libye pendant toutes ces années, je vous souhaite. Moi, je profite également pour vous rappeler que je suis en train de préparer, j'ai préparé un livre sur la destruction de la Libye, où je reviens sur tous ces mouvements criminels, où je reviens également sur comment est-ce que la rébellion a commencé, comment est-ce qu'on a vécu de l'intérieur, puisque j'ai même oublié de vous préciser que les seules personnes ou institutions qui avaient été responsables du mouvement de panique à Tripoli, où j'y résidais, étaient l'ambassade de France et l'ambassade de Grande-Bretagne. Ce sont ceux qui ont organisé la rébellion à Tripoli. Et je perds mon mot, parce que ce sont eux qui ont créé des mouvements de panique demandant à leurs ressortissants de quitter, qu'il y avait une révolution qui a un cours, qui devrait partir pour 2-3 jours et revenir après, occuper quand le régime sera tombé. Bref, tout ce qui s'est passé au niveau de Tripoli est né de ces ambassades françaises et britanniques, accompagnées parce que sur le terrain, il n'y avait rien. Ce qu'on connaissait, c'était ces mouvements qui étaient provoqués dans le soir, la nuit tombée par les jeunes drogués, puisque vous êtes sans ignorer que la drogue a fait partie d'un élément moteur sur la casse, la destruction des postes de police, des polices de proximité. La drogue y a joué un jeu parce que elle permettait, n'est-ce pas, aux drogués de la ville de pouvoir commettre des actions. Donc la manifestation que disait Al Jazeera et puis les autres mainstream, c'était une manifestation qui se passait de nuit quand tout le monde dormait et qui était amplifiée le lendemain par les agences internationales. Merci beaucoup pour ces précisions-là, Monsieur Camteau. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le secrétaire général du Conseil panafricain du Mouvement démocratique panafricain pour la Renaissance et vous êtes aussi donc administrateur DOD, le think tank pour la zone Afrique. Une très bonne soirée du côté de Douala. Au revoir.